Salut. Alors aujourd'hui on va parler de désert, de voyage, de meurtre, de rivière, de prendre des loups pour des chiens et de révolution. Alors on a lu quoi en septembre? J'ai lu Il reste la poussière de Sandrine Colette, étant donné que je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai rendu. Je vous mets la couverture ici. C'est un roman qui a été publié en 2016 par les éditions de Noël. De Sandrine Colette, j'ai lu Des nœuds d'acier et Toujours les forêts. Et Sandrine Colette, elle se distingue par des romans très pessimistes, très sombres, et remise en question de l'humanité. Elle a une syntaxe qui est très percutante avec des phrases chocs. C'est assez marquant au niveau du style. La plupart de ses romans se passent en plein air. En ce moment, elle est finaliste du prix Renaudot 2022, qui est un grand prix littéraire, avec son dernier roman, On était des loups. Il reste la poussière, c'est l'histoire de 4 frères, qui s'appellent Raphaël, Mauro, Joaquin et Esteban, et de leur mère. Ça se passe dans ce qu'on suppose être le début du XXe siècle, en Argentine. Cette famille, elle est exploitante agricole sur une terre aride, qui ne produit rien, au fin fond du désert patagonien. La mère, qui est jamais directement nommée dans le roman, exploite ses enfants et les fait travailler vraiment de l'aube à l'aurore. La famille est très endettée et elle perd un de ses enfants aux cartes. L'ambiance déjà très maussade de cette famille va s'en empirer. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est assez difficile pour moi de me positionner sur le bouquin. Je pense avoir assez aimé en général, mais il manque quelque chose. Je pense qu'il manque un peu de chaleur. Sandrine Colette est fidèle à elle-même, hein. Le roman est très pessimiste, il y a très peu de lumière dedans. L'écriture en elle-même, elle est brute, il n'y a pas de superflu. On ressent bien le climat du désert, hein. Tout est aride, tout est sec, tant du coup le décor que les personnages, les événements, vraiment tout. Il y a beaucoup de haine dans le roman, il y a beaucoup de colère, voire que ça. Hein. Les seuls moments un peu de poésie et de lumière, c'est avec le personnage de Raphaël, mais c'est bien trop discret. On a lu Dolores Claiborne, qui est un roman de Stephen King encore, hein, qui a été publié en 1993 par Albin Michel. Là, c'est la version de livre de poche. Est-ce que c'est un oubliable ou est-ce que c'est un banger? J'avais envie de vous parler d'autres romans de Stephen King, en plus des recommandations du mois dernier. Vous pouvez aller lire Misery, Bazar, 22 novembre 63. Mais faut pas lire Insomnie parce que c'est nul. Dolores Claiborne, c'est l'histoire du personnage éponyme, qui est une femme plutôt solitaire de 65 ans, qui est interrogée par la police suite au décès suspect de sa patronne, dont Dolores était la gouvernante. La forme du récit est très particulière, en fait, c'est le témoignage de Dolores. Et bien qu'elle interagisse avec les policiers, ceux-ci n'ont aucune place dans le récit, même pas une phrase. En fait, c'est de A à Z Dolores Claiborne qui raconte l'histoire de sa vie. La relation avec sa patronne et le décès de sa patronne, et la relation avec son mari et le décès de son mari. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Banger direct, hein. La force du roman, c'est de commencer en présentant un personnage qui est désagréable, qui est un peu vicieux et qui est vraiment méchant, et de le faire du point de vue de ce propre personnage. Parce qu'en fait, vu que c'est son témoignage, elle raconte l'histoire de sa vie. Et du coup, après avoir bâti ça, le roman déconstruit totalement ce personnage-là, pour justement nous faire ressentir de la sympathie, de l'empathie pour elle et la trouver courageuse. On comprend les choix de Dolores et on prend son parti. La forme du roman en plus très particulière parce qu'il n'est pas chapitré. En fait, c'est un long témoignage, sans pause. Ça en est assez étouffant, mais c'est très efficace. On ressent bien la tension du récit. C'est vraiment idéal pour s'investir. C'est très tendu et c'est très bien fait. On a lu Blackwater 2, La Digue. C'est le deuxième tome de la série Blackwater qui en compte 6. Le tome 1 et puis j'ai le tome 3 quelque part. Blackwater, c'est une série qui a été écrite par Michael McDowell et publiée aux États-Unis en 1983. En France, il faut attendre 2022 pour que la série soit publiée. C'est la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture qui s'en occupe. Michael McDowell est décédé en 1999 et il a entre autres réalisé le scénario du film Beetlejuice. Et il est considéré par Stephen King comme le meilleur auteur de livres de poche des États-Unis. Dans le premier tome, intitulé La Crue, la ville de Perdido est inondée sous les flots de la rivière du même nom, et du coup les habitants sont allés se réfugier un peu plus loin. Et donc le roman commence avec Oscar Casquet, qui est le personnage principal, et qui décide d'aller voir sous les flots. En fait, il prend une barque, et il va voir s'il y a des choses qu'il peut sauver. Et au dernier étage du plus grand hôtel de Perdido, il voit une femme qui s'appelle Elinor. Il la ramène, et il se lie un peu avec elle, sauf que le passé d'Elinor est très trouble, et que sa présence elle-même dans l'hôtel est impossible. Donc qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant de Blackwater? Eh ben... on est assez déçus, hein. Apparemment c'est un grand succès éditorial, et les prémices en elles-mêmes sont très intéressantes, hein. Ça se passe... il y a un peu de fantastique, ça commence en 1919, et puis ça s'étale sur des décennies. Le premier tome, du coup, m'avait déjà assez déçu, en fait. En 260 pages, il se passe pas grand-chose. Alors, je
comprends que on doit mettre en place les pièces du puzzle pour avoir l'image finale en fait, mais le fait est que il n'y a rien qui se passe. Et le tome 2, il est pas beaucoup mieux. Le travail éditorial est assez dingue, hein, les couvertures sont magnifiques. Il y a un gros travail pour des livres de poche en fait. Mais je comprends pourquoi en France on a attendu près de 40 ans avant de les publier. Donc j'ai le tome 3, je vais le lire. Si c'est naze, j'arrête là, je vais pas lire les 6. On a lu Voyage de Gulliver. Donc Voyage de Gulliver, c'est un roman écrit par Jonathan Swift en 1721, mais qui a été publié pour la première fois en 1726 dans une version censurée, et dans sa version complète en 1735. Jonathan Swift, c'est un satire irlandais, et Voyage de Gulliver est un exemple parfait de satire politique et sociale de l'époque. Et c'est aussi l'œuvre de sa vie, hein, il est surtout connu pour ça. Voyage de Gulliver nous présente l'histoire de la vie de Lemuel Gulliver, qui est un chirurgien de marine et qui se lance dans différents voyages dans des territoires qui ne sont pas connus de la société humaine. On a 4 voyages. Le premier voyage, c'est à Lilliput, le pays des hommes qui font la taille d'un crayon. Ensuite, j'ai les feuilles parce que c'est difficile à prononcer. Ensuite, on a le pays de Brobdingnag, c'est le pays de géants, Laputa. Et là, c'est le pays des gens chelous. J'ai pas compris du tout ce troisième voyage. Et ensuite on a... je prononcerai pas. C'est un pays où en fait les chevaux sont les maîtres et les hommes leurs serviteurs. Alors qu'est-ce qu'on en pense des voyages de Gulliver? Je peux pas m'empêcher de comparer le roman à Robinson Crusoe dont j'ai parlé le mois dernier. C'est tous les deux des romans d'aventure et de voyage, tous les deux des romans écrits par des auteurs anglo-saxons, et c'est tous les deux des romans qui ont été écrits dans les mêmes années en fait. Et le fait est que Voyage de Gulliver est beaucoup plus sympathique à lire. On n'évite pas, bien sûr, c'est lié à l'époque, on n'évite pas le pamphlet un peu religieux, on n'évite pas une petite pointe de colonialisme, mais on est très très loin de ce que Robinson Crusoe a pu faire à ce niveau-là. Là, c'est bien plus agréable à lire. Les deux premiers voyages, que ce soit à Lilliput ou bien à Brobdingnag, c'est assez charmant. Bon, après, ça devient très vite répétitif. Les 2 derniers voyages, l'auteur il n'arrive plus à inventer des trucs pour intéresser le lecteur, et du coup, on s'en fiche un peu. Au moins, Gulliver, il apprend la langue des pays qu'il visite. Et ça, c'est bien. On a lu Prendre les loups pour des chiens. C'est un roman écrit par Hervé Lecor et publié en 2017 par la maison d'édition Rivage. Hervé Lecor, c'est un auteur de polar français bien sombre, bien noir, bien miséreux, qui se passe dans la région de Bordeaux, puisque c'est sa région natale. On rigole pas fort quand on dit Hervé Lecor, mais on n'est pas là pour ça. Au début du roman, on a Franck, 25 ans, qui sort de prison. Il a été condamné à 7 ans de prison pour braquage à main armée, un braquage qu'il a commis avec son frère. C'est Jessica, la compagne de son frère, qui vient le chercher en prison, puisque son frère lui-même est en train de faire des affaires en Espagne. Donc les parents de Jessica vont héberger Franck, et il va se rendre compte que cette famille bien toxique, bien pourrie, va l'emmener vers des événements pires que la prison. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Dans son style narratif, Prendre les loups pour des chiens, il est assez similaire à Il reste la poussière dont j'ai parlé plus tôt. On a le même genre de récit où les personnages se détestent entre eux, sont détestables, mais sont obligés de rester ensemble. On a la même impression aussi d'enfermement au grand air. Mon avis sur le roman est plus ou moins similaire à celui de Il reste la poussière. Ça va, mais bon, sans plus. Et pour finir, on a lu Germinal d'Émile Zola. Germinal, c'est un roman qui a été publié en 1885. Tout d'abord sous la forme périodique, un par semaine par exemple, dans le journal Gil Blas. Donc est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Émile Zola? C'est un des plus grands auteurs français, un des plus influents. Il a écrit entre autres L'Assommoir, Nana, Au bonheur des dames, Thérèse Raquin, plein de classiques aujourd'hui de la littérature française. Moi-même, Germinal, c'est le premier roman d'Émile Zola que je lis. Jusqu'à maintenant, je trouvais que ça pourrait être un peu trop intellectuel pour moi. Germinal, c'est l'histoire des mineurs de fond à la fin du 19e siècle, dans le nord de la France. C'est l'histoire des Maheu, eux-mêmes mineurs de fond. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de vivre un peu plus confortablement. C'est l'histoire d'Étienne Lantier, qui va allumer la flamme révolutionnaire dans le cœur des mineurs. Mais c'est surtout l'histoire de la force ouvrière qui est broyée par le grand capitalisme. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Germinal? Mon seul regret, c'est de pas avoir lu le roman plus tôt, même s'il a été écrit il y a environ 150 ans. On a un roman qui est encore d'actualité. La force ouvrière qui se fait écraser par le capitalisme, ça n'a pas beaucoup changé depuis. La force du récit, c'est aussi son réalisme en fait. On n'est pas là pour faire du romantique, on n'est pas là pour faire que tout le monde s'en sort bien. Les riches exploitent, les pauvres en souffrent,
et à la fin, c'est le capitalisme qui gagne. Le soulèvement des mineurs en lui-même, il conduit à rien d'autre que la mort. À la fin, leurs conditions elles ne sont pas améliorées. Pour ceux qui survivent, ils doivent revenir à la mine sur les mêmes critères qu'avant. C'est pas joyeux, et c'est même plutôt déprimant, mais c'est très nécessaire, je trouve, de lire ce roman. C'est ma recommandation du mois. Le mois prochain, on parle fantasy, science-fiction, de sang-froid, des échecs un peu nuls, d'un roman écrit du point de vue d'un chien, et finalement, du nouveau Jésus. Alors soyez présents.